l'Office national des combattants et victimes de guerre, Monsieur le lieutenant de vaisseau, délégué départemental pour la marine des Hautes-Alpes, Monsieur le président de l'association des... Les deux à droite, ce sont les marins, je pense. Merci. J'ai fait dévaler dans le... Voilà, et tous les autres. Bravo. Tout tombe. Lecture du témoignage de Paul Blanc. Cet extrait est lu par Claudie et Blandine, descendants de Raymond Pupin, rescapés du pas de l'Aiguille. En juillet de cette année-là, aux premières heures du lundi 24, bien avant l'aube lugubre et bénie qui n'arrivait pas à trouer l'épais brouillard recouvrant le vallon tragique, 18 fantômes miraculés dévalaient le ravin du pas de l'Aiguille. Sinon sains, du moins saufs, s'éjectant du trou où il avait bien semblé que leur jeune vie de maquisards allait s'éteindre. Aux abords de la grotte gisaient les deux corps de Dédé et Martial, recroquevillés et inertes dans la froidure de la nuit glaciale. Ils n'avaient pu rejoindre dès la veille, avec les autres, le refuge provisoire du rocher entrouvert. Première cible avec l'innocent et gentil berger Algou, des tireurs ennemis postés sur la falaise. À l'intérieur du trou, 7 ou 8 mètres carrés, là où ont vécu 23 hommes, cloîtrés, plus de 40 heures durant, et d'où 5 des leurs encore ne pourront sortir. Francis et Joseph, gardant l'orifice poché, l'un par un obus de mortier au matin du dimanche, et l'autre par une rafale de mitrailleuse dans l'après-midi du même jour. Précipités tous les deux, sans un cri, la face contre terre, définitivement perdus. Insupportable premier contact avec la mort brutale, dans un espace étouffant et bientôt fétide de 8 mètres carrés. Et puis, des heures interminables, avec toutes leurs minutes rajoutées de fusillades intenses, explosions, grenades, meurtrières, se répétant aux échos du vallon, alternant avec les moments d'un calme tout aussi périlleux. Et puis les 3 derniers. Pour ces 3-là, il faudra employer d'autres mots, des mots différents, parce que leur mort ne fut pas la même et que comme les témoins le savent, chacun des pèlerins de ce haut lieu doit bien savoir que ce fut une autre mort. On pourrait aussi penser que, sur le mamelon du pas, il aurait pu avoir 3 tombes différentes, avec les 3 croix plus hautes, les lettres de leurs 3 noms agrandis, lumineuses. Parce qu'ils sont les 3 morts de l'exemple. Accepter de mourir dans un trou de rocher parce qu'on l'a décidé, à 19 ans comme Soulier, à 23 ans comme Maruccio, ou à 44 ans comme Bacchus, c'est non seulement accepter le sacrifice suprême demandé tacitement à tous les volontaires de ce combat, mais c'est encore, en plus, accepter de s'immoler pour ne pas tomber vivant aux mains de l'ennemi, sans rien reprocher à personne. Comme tous leurs camarades, les 3 ne savent pas encore à ce moment que les Allemands ont éventré les maquisards, ont éventré les maquisards de Vassieux et pendu ceux de la Mure, ni que ces Allemands vont faire à Saint-Nazaire en Royan, puis encore à la Luire. Ils savent seulement que leur décision est prise depuis le premier instant où la grave blessure les a couchés au sol, sans espoir de se relever. Et il fallait que ceux qui ont vu ces choses-là le disent. Mais ce ne sera pas avant plusieurs années. Simplement, le dramatique secret sera gardé,
parce qu'il avait paru trop difficile d'augmenter encore la peine des leurs, en demandant à ces morts de parler de la fin qu'ils avaient choisie. Et ce furent peut-être les années de la grande misère du chef. Il a pu en voir sauter 17 hors du trou. Il les aura autour de lui au bas de la descente vertigineuse et inespérée. Il apprendra plus tard, lorsque seront racontés partout les épisodes, glorieux ou moins glorieux, de la résistance du Vercors, qu'il a fait ce qu'il avait reçu mission de faire, qu'il s'est battu, qu'il a tenu avec ses maquisards jusqu'à la limite extrême, le pari du combat impossible, qu'il n'a rien voulu céder à l'ennemi, qu'il n'a pas été question de voir sortir des hommes condamnés agitant un mouchoir blanc. Les morts du pas de l'Aiguille sont tombés dans l'honneur le plus pur et ils ont écrit avec les survivants une page exemplaire dans la longue et riche histoire conservée jalousement par le pays de Trièves. Que cette petite terre, si grande par le cœur, sache retenir bien présente le geste de ses enfants, trésor inestimable qui la conduira à l'éternité sur les chemins de l'histoire. Surtout, rien qui puisse ressembler au flonflon des gloires usurpées ou factices, mais au contraire, symbole de l'expression presque secrète qui fait les anti-héros. Aucun autre lieu prédestiné n'est chargé d'autant de symboles secrets. Albert Darier. Madame la directrice départementale de l'Office national des combattants et victimes de guerre, représentant Madame la préfète. Madame la sénatrice, conseillère départementale, représentant le président du département. Monsieur le sénateur, monsieur le conseiller départemental, monsieur l'adjoint représentant Madame le maire de Chichiliane, monsieur le maire, monsieur l'adjoint représentant Madame le maire de Mince, mesdames et messieurs les élus, monsieur le lieutenant de vaisseau, représentant le capitaine de frégate délégué départemental de la marine de l'Isère, monsieur le lieutenant de vaisseau délégué départemental de la marine des Hautes-Alpes, mesdames, messieurs les représentants d'associations mémorielles, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs. En ce dimanche 19 juillet, nous voici réunis devant la plus élevée des nécropoles. Créée après la Libération, afin d'offrir une sépulture aux maquisards tombés lors de la bataille des Pas, elle a été prise en charge par l'Association nationale des pionniers et combattants volontaires du Vercors jusqu'en 2018. Depuis sa création, chaque année, lors de cette cérémonie émouvante, nous rendons hommage à 23 maquisards coincés dans la grotte sous le feu ennemi et qui ont résisté plus de 50 heures aux assauts. 7 d'entre eux meurent en ce haut lieu, ainsi que le berger. Le 22 juillet 2018, à l'occasion du 74e anniversaire des combats de l'été 1944, le dernier président national ayant été résistant, Daniel Huillet, qui nous a quittés en décembre dernier, transmettait la responsabilité de la nécropole à l'État. Elle devenait ainsi la 274e nécropole nationale. La première mission de notre association est d'honorer, rendre hommage à ceux qui se sont battus pour notre liberté. Les maquisards du pas de l'Aiguille ont cru en la patrie. Notre reconnaissance doit s'affirmer sans relâche. C'est un impératif pour le futur. Notre regretté président Daniel Huillet avait coutume de dire, je cite, si on oublie son passé, c'est difficile de construire l'avenir. Alors, chers amis, continuons ce devoir de mémoire. Nous nous devons de transmettre les heures sombres de ces cruelles années. C'est également une de nos missions. Le conseil d'administration et moi-même sommes déterminés à faire vivre les années de la résistance en Vercors. Être solidaire, la troisième prérogative des pionniers, est impérative. C'est la solidarité entre tous qui nous permettra de continuer à rendre hommage et transmettre. Je sais que nous pouvons compter sur vous. Vive les pionniers du Vercors, vive la République et vive la France. Nous écoutons maintenant le chant des partisans.
la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les chambres des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Les montagnards doivent continuer à gravir des cimes. Sur les ondes de la BBC, venu de Londres le 25 février 1943, ce message portait l'approbation par le général de Gaulle du plan d'installation du maquis sur le Vercors. Projet fou, mais projet qui recoupait les dessins formés tôt avec un groupe de résistants de la vallée. Gravir ou périr. Alors, peu à peu, les chemins du Vercors se peuplèrent de résistants. Montèrent vers le plateau ceux qui refusaient l'armistice signé. Gravir les cimes. Ces grimpeurs pouvaient, depuis les centres, contempler ce qu'ils abandonnaient. Un pays tombé dans le précipice. Tombé dans le précipice de la défaite. Partout, la résistance de nombreuses formes et de nombreux visages. Ces femmes et ces hommes préféraient la rudesse honnête de la vie sauvage à la compromission honteuse dont ils étaient les témoins révoltés. Ce sont toutes celles et tous ceux capturés chez eux ou au maquis dans les matins trompeurs ou les nuits douloureuses qui ont crié « Vive la France » comme Marc Bloch, l'héritier des Lumières, avant de tomber, ou bien comme Jean Moulin qui se sont levés dans le silence gardé. Puis vint le 21 juillet 1944, jour du premier vol d'un avion allemand au-dessus d'eux. Ce jour où ces chemins d'espoir deviennent chemins de mort. Ces derniers jours de juillet, de tous côtés, les troupes allemandes s'abattent sur le Vercors. Ici, ce sont 23 maquisards coincés dans une grotte qui résistent pendant plus de 30 heures à ces assauts. Gravir les cimes, du courage et l'esprit de sacrifice. Au-delà de nos héros que nous honorons aujourd'hui, la résistance a été l'œuvre de milliers d'hommes et de femmes ordinaires
qui ont choisi de dire non et d'agir pour défendre la France et ses valeurs fondamentales de liberté, d'égalité et de dignité humaine. Célébrer la résistance ne relève pas du passé. Les valeurs portées par le programme du Conseil national de la résistance sont d'une éternelle modernité. Ces valeurs sont celles du courage. Elles s'incarnent dans la défense de la République et le souci constant de justice. Elles s'appellent solidarité, tolérance et respect d'autrui. 82 ans plus tard, elles restent d'actualité. Les temps sont différents. Les défis ne sont pas les mêmes. Vous ne vous demandez pas si la Gestapo est devant votre porte en rentrant chez vous. Ces jeunes ne disposaient ni d'Internet, ni de réseaux sociaux pour s'organiser. Beaucoup de choses sont différentes, mais les valeurs sont les mêmes. La liberté, l'égalité, la fraternité, la dignité humaine, la défense de notre patrie et de notre indépendance. Parce que notre patrie porte en elle le refus de céder à l'antisémitisme et à toute discrimination, quelle qu'elle soit. Personne n'est résistant. On le devient. On le devient par choix que l'on fait jour après jour. Nos résistants ne se voyaient pas comme des héros. Ils faisaient simplement ce qu'ils estimaient juste et nécessaire. Et pourtant, ils ont changé l'histoire. Et nous pensons aussi à cette réflexion d'un ancien lycéen devenu l'une des grandes voix de la résistance et un grand poète. Il s'appelait René Char. À tous les repas pris en commun, nous invitions la liberté à s'asseoir. La place demeure vide, mais le couvert reste mis. Leur sacrifice méritait la reconnaissance de la nation, car comme nous le rappelle Philippe Besson, les lieux sont aussi des liens, ils sont notre mémoire. C'est à l'occasion du 74e anniversaire des combats de l'été 1944 que le site du Pas de l'Aiguille devient la plus petite et la plus élevée des métropoles nationales, la troisième du Vercors aux côtés de celle de Vassieux et de Saint-Nizier de Moucherotte. Avec le site de Fourchot, ce site mémoriel forme un tout. Les métropoles nationales occupent, faut-il le rappeler, une place centrale dans le paysage mémoriel de l'État. Elles jouent un rôle essentiel de transmission de l'histoire et des valeurs de la nation aux jeunes générations. Véritable sanctuaire de la mémoire collective, elles incarnent le devoir de mémoire. Elles sont les témoins silencieux de notre histoire et doivent rester des lieux vivants. Gravir et prendre la hauteur. C'est la mémoire qui nous rassemble aujourd'hui. Elle nous rassemble pour nous souvenir de la souffrance des hommes, des femmes et des enfants, de toutes ces destinées précipitées vers l'abîme par la folie criminelle d'autres hommes. Mais elle nous rassemble aussi dans cette Europe réconciliée, unie autour de son idéal de paix et de démocratie. Nous sommes venus exprimer un message d'humanisme et de fidélité, de volonté et d'espérance. Unis dans la même émotion et dans le même recueillement, nous nous souvenons de tous et de chacun pour ne jamais oublier. Et selon les propos de Marc Bloch, la France demeurera, quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. Quelques lignes sur chacun. Hommage à leur courage, être admiratif et reconnaissant de leur soif de liberté pour leur pays, notre pays, sont lus par M. Philippe Charles, membre du Vercors, et Mme Marine Curtif, descendante de René Simian, mort pour la France au Pas de l'Aiguille. André Guigues, Dédé, est né le 12 février 1922 à Biécourt, dans les Vosges. Domicilé à Ouécourt, où il exerce la fonction d'ouvrier agricole et de manœuvre. Il rejoint la résistance en intégrant les équipes civiles du secteur Trièves au mois de mars 1944, puis la 2e compagnie légère du Trièves en tant que 2e classe,
en charge de la défense des pas de l'est du Vercors. Au moment de l'assaut allemand sur le pas de l'Aiguille, il était positionné en observation sur la crête. Ne pouvant se réfugier dans la grotte avec ses compagnons, il est tué le 22 juillet et a été tué le 22 juillet à l'âge de 22 ans. À la demande de sa famille, le corps d'André Guigues a été transféré en 1958 au cimetière de Louiscourt dans les Vosges. Jean Moscone, dit Soulier, né le 9 avril 1925 à Mins, en Isère. Exerçant la profession de mécanicien, il rejoint la Résistance en intégrant les équipes civiles du Trièves en janvier 1944. Incorporé à la 2e compagnie légère du Trièves, il est mortellement blessé dans la grotte du Pas de l'Aiguille le 23 juillet lors de l'acharnement allemand sur le refuge des maquisards. Se sachant incapable de tenter une sortie avec ses camarades, le Benjamin du groupe se donnera la mort dans la nuit du 23 au 24 juillet 1944 à l'âge de 19 ans. À la demande de sa famille, le corps de Jean Moscone est transféré en 1948 au cimetière de Mins. Est né le 8 janvier 1900 à Saint-Anne, dans les Charentes-Maritimes, père de 4 enfants. Il réside à l'Allée et aurait exercé des professions de manœuvre, de gendarme et d'ouvrier agricole. Intégré comme soldat au sein des forces françaises de l'intérieur, il évolue dans la section 8 de la compagnie du Trièves. Au cours de l'assaut allemand sur le Pas d'Aiguille, il est mortellement blessé le 23 juillet dans la grotte. Sachant que son état lui permette de tenter une sortie avec ses camarades et ne voulant pas tomber entre les mains de l'ennemi, Xavier Boucard se donne la mort dans la nuit du 23 au 24 juillet à l'âge de 44 ans. Mort pour la France. Gaston Nicolas, dit Ramuncho, est né le 17 octobre 1921 à Mins, en Isère. Engagé volontaire en février 1941, il intègre le 6e bataillon des chasseurs alpins comme 2e classe pour une durée de 3 ans. Employé des postes à Mins, il rejoint la Résistance en s'engageant dans les équipes civiles du secteur Vercors-Trièves en janvier 1944, puis la 2e compagnie légère du Trièves au mois de juin suivant. Mortellement blessé le 23 juillet dans la grotte du Pas de l'Aiguille, il abrège ses souffrances à l'âge de 22 ans. À la demande de sa famille, le corps de Gaston Nicolas est transféré en 1948 au cimetière de Mins. Mort pour la France. Albert Albin Algou est né le 8 novembre 1904 à Grèce, Isère, exerçant la profession de berger. Il œuvre pour la Résistance en tant qu'agent de liaison et ainsi chargé de la surveillance de la zone du Pas de l'Aiguille. Le 22 juillet 1944, Albert Albin Algou est avec son troupeau au moment de l'attaque allemande, au cours de laquelle il est mortellement blessé, puis abattu à l'âge de 39 ans. Mort pour la France. Juin 1907, né dans les Pyrénées-Atlantiques. Marié et père de 2 enfants, il intègre l'école militaire de Poitiers en 1927. Au cours de la campagne de France, il est fait prisonnier en juin 1940, mais réussit à s'évader de captivité en août 1943. Rejoignant les rangs de la Résistance, il est affecté comme adjudant-chef au secteur 8 en Isère à partir du 9 juin 1944. Le 22 juillet, Martial Kaufmann est tué à l'âge de 37 ans lors de l'assaut allemand au Pas de l'Aiguille en tentant de gagner la grotte, dissimulant déjà plusieurs de ses compagnons. Mort pour la France. Gilbert Galland, Francis, est né le 2 juillet 1923 à Tréport, Isère, résident à Metz.
Il est engagé volontaire au sein du 159e régiment d'infanterie alpine en juillet 1941 et démobilisé en décembre 1942. Membre de l'organisation Jeunesse et Montagne, il exerce la profession de moniteur alpin. En mars 1944, il intègre l'équipe civile de Metz, secteur Vercors-Trièves, puis la 2e compagnie légère du Trièves. Réfugié dans la grotte à partir du 22 juillet, il est tué le 23 au cours de l'assaut allemand à l'âge de 21 ans. 1921 à Mins en Isère. Engagé volontaire au titre de la Marine nationale en 1938, il est affecté sur plusieurs bases aéronavales avant d'être placé en congé d'armistice le 1er mars 1943. Il rejoint donc ensuite Mins où il s'engage dans la résistance en rejoignant les équipes civiles du secteur Vercors-Trièves en janvier 1944, puis intègre la 2e compagnie légère du Trièves comme caporal-chef. Positionné avec son groupe à la défense du pas de l'Aiguille, René Simian est tué le 23 juillet dans la grotte au cours de l'assaut allemand à l'âge de 23 ans. Mort pour la France. Blanc, rescapé, et Arthur, arrière-petit-fils de Raymond Poupin, rescapé du pas de l'Aiguille. De la commune de Mins, déposé par... Représentant Monsieur Jean-Pierre Barbier, président. Aux